international de l'Université Laval. Je serai votre animatrice au long de cette webconférence. Nous aimerions tout d'abord vous remercier d'être avec nous. Avant de débuter, nous vous invitons à vérifier vos paramètres pour l'audio afin de bien entendre la présentation. Sachez que nous ne pourrons pas ouvrir vos microphones ni vos caméras durant la webconférence. Notez qu'il ne vous sera pas possible d'utiliser les outils Lever la main et Chat dans Zoom. Toutefois, vous pourrez nous envoyer vos questions en utilisant l'outil Q&R. La présentation aura lieu en français. The presentation will take place in French. However, you can send your questions to us in English using the Q&A button in Zoom. A recording of an English version of this presentation is also available. Please do not hesitate to contact us for details. Finalement, la webconférence est enregistrée et nous réservons le droit de la rediffuser en ligne. Toutefois, sachez qu'un lien pour accéder à l'enregistrement ne vous sera pas envoyé par courriel après la webconférence. Sur ce, je vous invite à découvrir l'Université Laval et les études au cycle supérieur. J'aimerais d'abord vous présenter les intervenants de cette webconférence. Je me présente encore une fois, Nadia Redman, responsable d'information sur les études. Je pense que c'est évident que je ne suis pas francophone. Je suis en fait anglophone et fière d'être membre de l'équipe multilingue du Bureau de recrutement international de l'Université Laval. Je vous partagerai bientôt la présentation principale qu'il s'agit d'une vidéo animée par ma collègue Alexandra Mélençon, responsable d'information sur les études au Bureau de recrutement international. Elle partagera plusieurs informations importantes avec vous. Après la présentation principale, nous serons joints par mon collègue Frédéric Verrette, responsable d'information sur les études et conseiller réglementé en immigration pour étudiants étrangers. Il partagera les informations sur le coût des études et il répondra à vos questions lors de la période de questions. Finalement, nous serons joints également par notre collègue Marie-Ève Routier de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Elle fera une courte présentation sur les outils et les services de la FESP, incluant les services du développement des compétences professionnelles, excusez-moi. Elle répondra également à vos questions lors de la période de questions. La webconférence est divisée en 4 parties distinctes. Nous allons commencer en vous présentant une vidéo d'une durée d'environ 20 minutes. Vous pourrez y découvrir les programmes de l'université, ses services, son processus d'admission, etc. Ensuite, nous prendrons quelques minutes pour vous présenter le coût des études ainsi que les informations sur la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Finalement, nous aurons une période de questions et de réponses en direct d'une durée d'environ 25 minutes. Mes collègues répondront aux questions d'ordre général. Voici plus de détails importants concernant les périodes de questions et réponses. Durant la présentation, nous vous invitons à envoyer vos questions en utilisant l'outil Q&R sur Zoom qui se trouve en bas de votre écran. Nous allons consulter vos questions d'ordre général et nous allons en choisir plusieurs pour répondre en direct durant la période de questions et réponses. La plupart des questionnements que vous avez en tête seront probablement abordés dans la présentation. Nous vous demandons d'attendre que le sujet soit abordé avant de poser une question sur cette thématique si vous avez de plus de précision. Sachez que tous les participants peuvent voir les questions que vous nous envoyez sur Zoom. C'est pour cette raison que nous ne répondrons pas aux questions liées à votre cas spécifique pendant la webconférence. Nous vous encourageons donc à ne pas partager de données confidentielles. L'université ne sera pas responsable si vous publiez vos informations personnelles sur Zoom. Si vous avez des questions liées à votre cas spécifique, nous vous invitons à nous contacter par courriel après la webconférence. Nous partagerons l'adresse courriel à la fin de la séance. Alors, avant de commencer la présentation, nous avons quelques questions pour vous. Ces informations nous aideront à adapter les informations partagées un peu selon vos besoins. Les questions vont bientôt apparaître sur votre écran. Vous pouvez choisir votre réponse en cliquant sur le choix de réponse qui vous convient. Par la suite, cliquez sur le bouton pour soumettre vos réponses.
Alors, ce ne sera pas long. Je vais lancer le sondage. Et voilà, je pense que vous le voyez maintenant. Alors, il y a 2 questions et vous avez 25 secondes pour les répondre. Alors, c'est presque terminé. Je vois qu'il y en a parmi vous qui sont encore en train de répondre. Donc, je vais vous donner encore 5 petites secondes. Et ça se termine en 3, 2, 1 et c'est terminé. Alors, je vais juste partager les résultats ici. OK, parfait. Alors, sur la question, vous venez de quelle région? Je vois qu'il y a un grand pourcentage de vous qui viennent du continent africain, surtout l'Afrique subsaharienne. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Je vois que plusieurs parmi vous sont de l'Amérique latine aussi. Alors, bienvenidos y bienvenidos. Et ensuite, quelques personnes du Canada et plusieurs personnes de la France aussi, et même du Moyen-Orient. Donc, nous avons vraiment une belle diversité de participants et nous sommes très heureux que vous soyez avec nous. Pour le niveau des formations actuelles, la plupart parmi vous avez déjà commencé vos études universitaires non, en fait, excusez-moi, la plupart de vous sont dans la catégorie autres, donc j'imagine que vous avez terminé vos études, vos premières études universitaires et vous êtes à la recherche des études de cycle supérieur. Alors, c'est super. Merci beaucoup pour votre participation. Ces informations nous aideront beaucoup à adapter nos réponses, surtout pendant la période de questions après la présentation. OK. Alors, sur ça, nous vous invitons maintenant à écouter notre collègue Alexandra Mélenchon vous présenter un aperçu de l'Université Laval et les programmes des cycles supérieurs. Bonne présentation. Opter pour l'Université Laval pour vos études, c'est assurément choisir un établissement de haut niveau, mais aussi opter pour un milieu de vie de qualité dans une immersion francophone en Amérique du Nord. La ville de Québec, pour vous situer, donc c'est dans la province de Québec qui se trouve à l'est du Canada. C'est la portion francophone du Canada. Et plus précisément, la ville de Québec, c'est la capitale de la province du Québec. Elle est située tout près de grandes villes très connues aussi, comme Montréal, Toronto, Boston ou New York. C'est également une ville où on va retrouver un bel équilibre entre le côté très naturel, les grands espaces verts, notre côté historique européen, mais aussi le côté moderne américain. C'est aussi une ville qui est reconnue pour sa grande beauté. Donc, elle est bordée par le fleuve Saint-Laurent, comme vous pouvez voir sur l'image actuellement. Et le Château Frontenac, cet hôtel qui est aussi l'un des plus photographiés au monde. C'est également une ville où il fait bon vivre, où les gens sont accueillants, sont gentils, où vous allez avoir une vie culturelle, une vie nocturne très animée, mais également des grands espaces verts comme ce qu'on appelle notre Central Park, les plaines d'Abraham, mais aussi on se trouve à quelques 30 minutes de transport de grandes montagnes et de grands parcs très reconnus. La ville de Québec trône au sommet de plusieurs palmarès, donc elle est reconnue comme étant une des meilleures destinations canadiennes. C'est également la deuxième ville où il fait le mieux vivre en famille. Elle est troisième au monde pour ce qui est du côté sécuritaire et aussi au niveau scolaire, donc dans son système d'éducation, elle est quatrième mondiale également. Donc pour conclure, la ville de Québec est effectivement une destination de choix pour les étudiants étrangers qui souhaitent s'établir et vivre une expérience étudiante hors du commun. Au cœur de la ville de Québec se trouve l'Université Laval, donc là où vous trouverez un milieu d'études et de recherche exceptionnel avec des installations vraiment à la fine pointe de la technologie.
Pour la petite histoire, l'Université Laval est la première université francophone d'Amérique du Nord. Donc, sa création remonte à 1663, donc avec la création par le premier évêque de la colonie, Monseigneur François de Montmorency de Laval, donc à l'origine de notre nom, où il fonde le premier établissement d'enseignement de la Nouvelle-France, donc le Séminaire de Québec. C'est environ 200 ans plus tard que cet établissement crée l'Université Laval et c'est finalement en 1950 qu'on va s'installer là où nous sommes en ce moment, où on va trouver la cité universitaire, donc ce fameux campus à l'américaine qui est très bien situé dans la ville de Québec, donc à 10-15 minutes approximativement du centre-ville, très bien desservi par les transports en commun. C'est un peu comme une ville dans une ville finalement. C'est un campus de près de 2 km², dont environ 60% de la superficie est occupée encore par des espaces verts et des boisés. Le campus a également plusieurs services, donc comme les résidences universitaires, les services alimentaires, la bibliothèque, une clinique médicale même et plusieurs autres services. Tous les pavillons sont aussi reliés par des couloirs souterrains, donc pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre facilement, surtout en hiver. L'Université Laval, elle est classée au top 20 des meilleures universités francophones au monde. Elle est également deuxième au Canada par rapport à la satisfaction des étudiants, ce qui fait vraiment notre grande fierté. Au niveau de la recherche, on a des investissements importants donc pour vraiment approfondir la recherche. Nous avons également la plus grande forêt d'enseignement et de recherche au monde, la forêt Montmorency, de près de 400 km². L'Université Laval, c'est une très grande université qui touche à tous les domaines du savoir. Donc, on est divisé par faculté. Il y en a 17. Donc, autant l'administration, gestion, les arts, la musique, l'ingénierie. Il va y avoir également tout ce qui est sciences humaines et sociales, sciences politiques. Donc, vraiment, de tous les domaines sont offerts à l'Université Laval et ce, à tous les cycles d'études. Sur le campus, on retrouve 45 000 étudiantes et étudiants, desquels on va retrouver environ 17 % qui sont des étudiants qui viennent de l'international, d'un peu partout dans le monde. Et c'est environ le tiers qui sont des étudiants citoyens français. Nous avons également 4000 professeurs chargés de cours et autres personnels en soutien à l'enseignement et à la recherche pour vous encadrer. C'est souvent un des points très déterminants et très marquants pour les étudiants de l'international d'avoir accès à ces gens qui sont reconnus vraiment au niveau mondial dans leur champ d'expertise. Vous étudierez dans des salles et dans des pavillons qui ont été entièrement rénovés et qui sont très modernes. Donc, les laboratoires de sciences pures et appliquées, le laboratoire de design, les serres de haute performance respectueuses de l'environnement, mais également les salles aux approches pédagogiques innovatrices sont quelques exemples des lieux où vous pourrez étudier. Bref, l'Université Laval est vraiment un lieu tout indiqué afin de poursuivre vos études ici au Québec. L'Université Laval est évidemment un haut lieu d'enseignement, mais sa vocation première, c'est également d'approfondir certains enjeux de société par de la recherche de haut niveau. L'Université Laval, elle est dans le top 10 des plus grandes universités de recherche au Canada et elle accueille plus de 300 centres, chaires et instituts de recherche. Nous sommes également l'hôte de 4 chaires d'excellence en recherche au Canada. Brièvement, les domaines de la photonique, de la santé métabolique, de la neurophotonique et la télédétection de la nouvelle frontière arctique. Nos professeurs approfondissent également certains enjeux
avec les partenaires, donc à travers des projets transdisciplinaires, donc qui touchent également au développement durable en Arctique, l'intelligence artificielle et d'autres enjeux multidisciplinaires. Choisir l'Université Laval pour la poursuite de vos études au cycle supérieur et pour approfondir la recherche est évidemment un choix tout indiqué puisque nos professeurs sont reconnus au niveau mondial et que l'Université Laval se classe dans les plus grandes universités de recherche au pays. L'Université Laval offre également différents services à sa communauté étudiante. Sur le campus, il y a autant des résidences, une bibliothèque, des librairies, il y a même une clinique médicale, un salon de coiffure. Donc, c'est vraiment plusieurs services qui sont mis à votre disposition. Les résidences universitaires, un incontournable, donc surtout quand on provient de l'extérieur du pays. Donc, ce sont quand même 4 pavillons, près de 2300 chambres individuelles et privées qui sont disponibles, mais vraiment inclus sur le campus pour vous y loger. Donc, ce sont des chambres individuelles qui sont meublées avec plusieurs zones qui sont partagées afin de faciliter votre intégration. C'est assurément aussi l'option la plus abordable pour vous loger. Vous verrez également que le sport est vraiment omniprésent dans le système scolaire universitaire nord-américain. Donc, à l'Université Laval, vous allez avoir accès au PEPS. C'est notre complexe sportif qui est le plus gros de tout l'Est du pays. Comme étudiant, vous allez pouvoir avoir accès à des installations comme les 2 grandes piscines olympiques, des murs d'escalade, des terrains de tennis, des terrains de football également, de volleyball extérieur. Donc, vraiment de différentes options pour bouger, pour vous divertir. Pour les sportifs de plus haut niveau, sachez que nous avons également les clubs du Rouge et Or, donc nos sportifs, nos étudiants athlètes d'élite. Donc, il y a 15 clubs qui sont disponibles. En plus du sport, vous allez être encouragé à vous impliquer dans différents projets étudiants comme des associations ou des compétitions interuniversitaires. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a plus de 220 qui sont disponibles. Et c'est vraiment très encouragé, autant par l'université que par les employeurs potentiels. Donc, c'est vraiment reconnu comme une expérience très riche à avoir à l'université, mais également une belle possibilité pour connaître des gens et pour vous impliquer dans la communauté. Pour notre part, nous allons vous accueillir dès votre arrivée sur le campus. Donc, vous aurez de l'accompagnement, des séances d'information, des visites guidées, autant du campus que de la ville de Québec, des programmes de jumelage également pour vous aider à rencontrer des gens, vous impliquer et de vous introduire à la communauté universitaire. Vous pourrez également bénéficier des conseillers au service de placement, donc c'est le centre d'emploi. Ils pourront vous aider autant pour la recherche d'un stage, pour la recherche d'un emploi étudiant, mais même une fois le diplôme en poche, ils vont continuer à vous accompagner dans vos démarches pour vous positionner sur le marché du travail québécois. Ce qui est important, c'est bien de connaître les services qui sont offerts et de s'en prévaloir. Le Centre d'aide aux étudiants vous offre également des services d'orientation, de soutien psychologique. Il y a également quelques ateliers pour l'appui à la réussite et dans certains cas pour les personnes qui sont en situation de handicap, on va ajuster certaines modalités pour les examens par exemple. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Université Laval offre différents services qui touchent à tous les domaines et que notre objectif principal est votre réussite scolaire. Donc, on vous encourage à vous informer sur les différents services et à les utiliser surtout. Nous sommes fiers à l'Université Laval d'offrir une très grande diversité de programmes d'études et ça dans tous les niveaux universitaires. Donc, il y a le premier cycle, un Bac+1 ou de la licence, les maîtrises au deuxième cycle ainsi que les DESS, équivalent du Master 1, Master 2, et au troisième cycle, les doctorats. C'est plus de 550 programmes dans tous les domaines du savoir que vous pourrez trouver à l'Université Laval. On parle d'administration-gestion, d'ingénierie, du design, de la musique, sciences humaines, journalisme, sciences politiques, la sociologie. Il y a vraiment de tout pour tous les goûts.
Ce sont des programmes qui peuvent être uniques, donc uniques au Québec, au Canada, même parfois en Amérique du Nord. Il y a énormément de place pour la formation pratique dans les cursus. Il y a également toutes sortes de possibilités pour personnaliser vos programmes, donc ajouter des profils ou certains cours optionnels. Pour y accéder, on fonctionne par dossier scolaire, par admission. C'est une admission sur dossier. Donc, on doit s'assurer que vous respectez la base d'admission, donc d'avoir le diplôme minimal requis, mais également de respecter certaines exigences spécifiques pour le programme que vous aurez sélectionné. Pour intégrer l'Université Laval, il faut déposer une demande d'admission et traverser le processus assez simple d'admission. Il y a 4 grandes étapes. Donc, la première, c'est trouver son programme d'études. Ensuite, s'assurer de vérifier les conditions d'admission, préparer son dossier, déposer la demande d'admission en ligne, puis ensuite faire le suivi. Pour trouver votre programme d'études, nous avons un répertoire en ligne qui vous explique tous les détails des programmes et leurs conditions. Voici une petite vidéo explicative. Vous allez trouver le répertoire des programmes sous l'onglet « Les études » du site ulaval.ca. Utilisez simplement le champ texte pour taper des mots-clés du programme ou du métier que vous aimeriez occuper. Avec la liste des résultats, vous pouvez affiner votre recherche avec les différentes options à gauche, comme le niveau d'études, les avantages ou les domaines. Sélectionnez ensuite le programme qui vous intéresse. Vous allez pouvoir consulter la description, les différentes possibilités d'avenir, les avantages, mais également les exigences d'admission. Consultez ensuite la structure, donc la liste des cours sous l'onglet « Cheminement ». Chaque cours est également cliquable et vous pourrez consulter la description de ceux-ci. Au niveau de la recherche, sous l'onglet « Recherche », vous trouverez les différents groupes et centres de recherche ainsi que les différents champs d'expertise de nos professeurs. Une fois prêt, vous pourrez déposer votre demande d'admission. Lorsque vous avez trouvé votre programme d'études, assurez-vous de bien respecter les exigences d'admission et de consulter les documents requis pour ce programme en particulier. Avant de déposer votre demande, assurez-vous de préparer tous les documents qui sont requis. Donc évidemment, pour tous les programmes, vous devrez minimalement présenter vos relevés de notes et les diplômes qui sont disponibles. Si vous êtes en cours d'études, c'est normal de ne pas l'avoir en main, donc vous devez soumettre uniquement les relevés de notes qui sont disponibles à ce moment-là. Pour certains programmes, principalement au cycle supérieur, on va vous demander d'autres documents comme un CV, lettre de motivation à intention, parfois quelques rapports d'appréciation, donc l'équivalent de lettre de motivation, et d'avoir trouvé un professeur qui acceptera de superviser vos travaux de recherche. Pour les programmes de recherche, vous devrez trouver un professeur qui acceptera de vous encadrer. Renseignez-vous d'abord sur les différents centres et groupes de recherche, également sur les professeurs qui sont disponibles et leur champ d'expertise. Vous pourrez trouver sur notre site Projet Expertise de recherche différents projets qui sont en recrutement, justement. Renseignez-vous également sur les différentes publications que les professeurs ont faites. Lorsque vous aurez ciblé certains professeurs qui vous intéressent, vous pouvez préparer vos documents pour communiquer avec eux. Ciblez-en quelques-uns seulement et vous devez vraiment personnaliser votre approche avec chacun d'eux. Voyez-le un peu comme une recherche d'emploi. Donc, envoyez votre CV, des lettres de recommandation, des avant-projets de recherche, une lettre de motivation, donc tout ce qui peut appuyer votre candidature. Bien que les professeurs soient très accessibles, ils sont également très sollicités. Donc, assurez-vous de bien préparer votre candidature et de les contacter suffisamment à l'avance pour qu'ils aient le temps de vous répondre avant la date limite. Maintenant que tous vos documents sont prêts, il vous reste qu'à aller déposer votre dossier en ligne. Donc, cette étape est très simple. C'est un formulaire électronique que vous devez remplir. Vous allez pouvoir joindre les documents à ce formulaire électronique et confirmer le dépôt de la demande en payant les frais d'ouverture et d'analyse de dossier. Assurez-vous évidemment de respecter les dates limites. Il y a toujours 3 sessions d'admission qui sont disponibles pour le dépôt des demandes en même temps. Donc, vous pouvez commencer un programme à l'automne, à l'hiver ou même à l'été. Pour l'automne, tous nos programmes, ou presque, sont ouverts à l'admission,
Mais pour l'hiver et l'été, vous devez vous assurer que celui qui vous intéresse sont aussi ouverts. Donc, si vous voulez commencer à l'automne, donc débuter en septembre, vous avez jusqu'au 1er février pour faire la demande. Après cette date, nous pouvons accepter encore quelques demandes, mais certains programmes peuvent ne plus être disponibles. Pour l'hiver, donc pour commencer en janvier, vous avez jusqu'au 15 septembre pour faire votre demande d'admission. Et finalement, pour l'été, pour commencer en mai, vous avez jusqu'au 15 janvier pour faire votre demande d'admission. L'idéal est toujours de commencer à l'automne un programme d'études. Nous vous recommandons de postuler dès que possible, puisque vous devez prévoir plusieurs semaines pour le traitement de votre dossier, mais également pour les démarches en lien avec l'immigration temporaire. Nous vous conseillons tout de même de regarder régulièrement les courriels et mon portail pour voir dès que nous allons vous envoyer une réponse. Les réponses, outre les refus, évidemment, peuvent être de différents ordres. Donc, les offres peuvent être définitives ou conditionnelles. Conditionnelles à l'obtention d'un diplôme, par exemple, ou à la réussite de certains cours préalables. Peu importe l'offre que vous recevez, nous vous encourageons à aller l'accepter rapidement. Il n'y a pas de frais pour accepter une offre et c'est surtout que ça va vous permettre d'entamer toutes les démarches en lien avec l'immigration et éventuellement l'inscription au cours. Pour l'immigration, ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer que votre passeport soit valide pour toute la durée de votre programme. Mais dès que vous avez l'offre, vous allez pouvoir faire la demande pour le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, suivi de la demande pour le permis d'études, donc au niveau canadien, et finalement, vous aurez tout en main pour préparer votre voyage vers le Canada. Comme vous pouvez voir, c'est un processus d'admission, somme toute, assez simple, qui peut se faire aisément à partir de chez vous en ligne, mais évidemment, tous nos conseillers et responsables d'information sont disponibles pour vous appuyer à chacune de ces étapes. Nous vous remercions de votre intérêt envers l'Université Laval et pour votre attention. Nous demeurons disponibles de différentes façons. Vous pouvez nous contacter par courriel, vous abonner à notre newsletter, consulter nos médias sociaux et notre site Web. Nous sommes toujours disponibles pour vous aider dans votre projet d'études. Merci beaucoup, Alexandra, pour ces informations très importantes et très intéressantes. Nous passons maintenant à une courte présentation à propos du coût des études. Alors, je passe la parole maintenant à mon collègue Frédéric Verrette. Fred? Merci, Nadia. Bonjour tout le monde. Donc, le coût des études. Donc, d'abord, pour le deuxième cycle, donc pour les programmes de maîtrise au DESS, diplôme d'études ailleurs spécialisé. Donc, vous voyez, là, pour les études internationaux, un programme avec recherche, donc une maîtrise avec mémoire. On parle là, d'environ 16 200 $ canadiens par année, donc pour une année de 24 crédits. C'est un petit peu plus dispendieux là, pour une maîtrise professionnelle, donc par année, on parle de près de 18 000 $ canadiens. S'il y a des citoyens français ou belges francophones parmi notre public aujourd'hui, je sais qu'il existe une entente entre la France et entre le Québec et ces deux pays pour une exemption des droits de scolarité supplémentaires. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous allez payer le tarif québécois, donc qui est en 3 100 et quelques dollars pour cette même année de 24 crédits. Donc, peu importe la personne, mais vous voyez la prochaine ligne, donc dépenses à prévoir, donc logement, repas, dépenses personnelles. On parle d'avoir là, environ 14 100 $ pour couvrir l'ensemble de vos besoins pendant une année universitaire. Par la suite, si on passe au troisième cycle, donc la bonne nouvelle, c'est qu'au doctorat, en fait, tous les étudiants internationaux inscrits à temps plein au doctorat bénéficient d'une exemption des droits de scolarité supplémentaires. Donc, vous allez tous payer le tarif québécois. Donc, 3 185 $. Et encore une fois, c'est le même dépense à prévoir là, pour de 14 100 $ pour logement, repas et dépenses personnelles. Donc, c'est vraiment notre plus belle bourse qu'on a à offrir, en fait, là, la bourse d'exemption au doctorat. Vous sauvez plus de 40 000 $ là, sur l'espace de 4 ans. Donc, vous trouverez plus de détails à l'adresse que vous voyez au bas de la page. Merci beaucoup, Fred.
Maintenant, j'aimerais inviter notre collègue Marie-Ève Routier de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, ou la FESP, de nous joindre et nous faire une courte présentation. Marie-Ève? Oui, merci, Mara. Écoute, bonjour. Alors, je m'appelle Marie-Ève Routier. On l'a dit, je travaille à la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Aujourd'hui, je suis avec vous pour faire un petit peu mieux connaître le rôle de la faculté au sein de l'Université Laval. Donc, le mandat premier de la FESP, c'est vraiment d'offrir des services et des outils d'appui à la communauté étudiante au cycle supérieur. Je vais y revenir dans une prochaine diapo où je vais vous présenter là, un survol de ces outils dont je vous parle. Mais la FESP est responsable du processus d'évaluation du mémoire et de la thèse. Donc, vous aurez affaire avec la FESP un petit peu plus en fin de parcours, au moment où vous allez soumettre votre mémoire ou votre thèse au doctorat à des fins d'évaluation là, pour conclure votre programme d'études et ultimement diplômer. La FESP est aussi responsable au niveau de l'Université Laval, la gestion des programmes de doctorat en co-tutelle de thèse. On va aussi veiller à appuyer là, activement les étudiantes dans le développement de vos compétences professionnelles, des compétences qui sont complémentaires à votre programme de recherche, de formation de la recherche, et qui vont favoriser votre insertion professionnelle. Je vais y revenir aussi dans une prochaine diapo. Et finalement, la FESP, bien évidemment, le nom le dit, on est responsable d'appuyer, de soutenir les environ 500 stagiaires postdoctoraux à l'Université Laval qui proviennent des 4 coins du monde et qui sont venus chez nous pour poursuivre un stage postdoctoral. Donc, pour la prochaine diapo, comme je vous le mentionnais, la FESP veille à offrir aux étudiantes et aux étudiants des cycles supérieurs différents outils pour vous appuyer pendant vos études et favoriser votre réussite, évidemment. Donc, je vous présente ici des guides que nous avons développés et qui vont certainement vous être utiles pour vous orienter dans la poursuite des études au cycle supérieur. Tout d'abord, le guide de cheminement à la maîtrise recherche et au doctorat va vous permettre d'en savoir vraiment plus sur toutes les étapes de cheminement dans un programme aux études supérieures. Si, par exemple, aujourd'hui, vous vous questionnez à savoir si vous souhaitez vraiment entreprendre des études au cycle supérieur, mais ce guide-là va être utile pour découvrir l'ensemble des étapes d'une maîtrise, l'ensemble des étapes d'un doctorat, en commençant tout d'abord par vraiment les premières questions que vous devriez vous poser avant d'entreprendre des études supérieures, et ensuite aussi toutes les informations qui vont être utiles à connaître tout au courant de vos études. Donc, des informations qui vont être utiles à savoir pour cheminer efficacement là, de la mission jusqu'à votre diplomation. On vous propose aussi un guide pour vous aider à choisir votre direction de recherche au cycle supérieur. Dans la présentation du début, on en a parlé. C'est généralement une exigence d'admission dans un programme de maîtrise avec mémoire et de doctorat. Donc, c'est une question qui revient souvent. Comment choisir ma direction de recherche? Donc, on a élaboré un guide sous forme de réflexion, de pistes de réflexion et des questions que vous devriez vous poser et qui sont destinées à des étudiants qui désirent poursuivre au cycle supérieur. On va vous donner aussi certains trucs, mais on va surtout vous guider dans votre réflexion pour trouver et choisir votre direction de recherche. On a aussi élaboré, évidemment, pendant la période de la pandémie, un guide sur la poursuite des activités de recherche à distance, mais aussi plus récemment, un guide pour faire une demande de bourse aux études supérieures et des demandes de bourse pour les stages postdoctorales. Ce guide-là vous sert à vous offrir des conseils vraiment utiles et pratiques quand vient le moment et de rédiger votre dossier de candidature là, en vue de soumettre votre demande à différents organismes boursiers. Sur notre guide ici, on mentionne ici aussi un guide sur la soutenance de thèse en ligne. Je n'élaborerai pas plus parce que ça vient vraiment plus tard dans votre cheminement au doctorat. Quand viendra le moment de soutenir votre thèse, sachez qu'il y a un guide qui vous aide dans les différentes étapes pour la soutenance de thèse. Mais sachez aussi que sur notre site, vous allez retrouver
vraiment toute une série de webinaires, de séances d'information et d'activités qui sont offertes aux étudiants, toujours en lien avec la question des cycles supérieurs, que ce soit pour justement le cheminement aux études supérieures, mais aussi les bourses d'études, des conseils pour la rédaction, des retraites de rédaction, tout ce qu'on peut vous offrir là, en termes d'activités, mais toujours en lien avec la question des études au cycle supérieur. Dans la prochaine diapo, j'élabore un petit peu plus sur le développement des compétences professionnelles. La Faculté des études supérieures et postdoctorales appuie activement les étudiantes et étudiants dans le développement de vos compétences professionnelles. C'est des compétences qui sont complémentaires à votre programme de formation que vous allez suivre. Donc, ces outils-là qu'on vous propose vont prendre différentes formes. Tout d'abord, on offre depuis 2 ans, je vous dirais, un nanoprogramme qui est un programme de formation intensif et qui va être centré sur l'adaptation des compétences en recherche, l'adaptation au monde du travail de vos compétences en recherche que vous avez développées dans votre programme d'études. Donc, ce programme-là, ce nanoprogramme-là, il s'adresse aux personnes étudiantes, aux diplômés d'un programme de recherche, soit un étudiant diplômé de la maîtrise avec mémoire, un doctorat. Il faut aussi s'adresser aux stagiaires postdoc, aux personnes qui sont actuellement aux études ou qui ont terminé leur formation. Le nanoprogramme va aussi être offert aux personnes qui sont actuellement en emploi, mais toujours dans le but d'acquérir des compétences clés d'avenir. Donc, je parle ici de l'adaptabilité, des compétences de leadership, les communications orales, les communications écrites, la gestion de projet, la créativité, la collaboration interdisciplinaire et plus encore. Une autre formation qu'on propose sont les cours en développement des compétences professionnelles. Donc ça prend vraiment la forme de cours crédités. C'est des cours de 1 crédit qui sont offerts gratuitement par la FESP aux étudiants au doctorat. Donc, ces cours-là vont vous permettre de vous engager, je dirais, dans un processus de développement de vos compétences professionnelles pour favoriser votre employabilité après le doctorat. Donc, ce que je l'ai dit, c'est 2 cours d'1 crédit qui sont non contributoires à votre programme doctoral, fait qu'ils sont faits à l'extérieur de votre programme. C'est offert à distance sous forme hybride et ça traite d'une variété de sujets comme la communication orale, des stratégies de rédaction professionnelle, la gestion de projet, mais aussi la pédagogie universitaire, l'entrepreneuriat, le savoir agir en recherche. Donc, une variété de sujets toujours en lien avec des compétences professionnelles. En nouveauté, la faculté a lancé récemment un programme de stage rémunéré et crédité pour les étudiants au doctorat de toutes les disciplines de l'Université Laval. Donc, c'est vraiment pour les étudiants au doctorat de l'Université Laval. Le stage va viser la mise à profit, en fait, de vos compétences, des compétences que vous avez acquises dans le cadre de vos études et la possibilité d'en acquérir de nouvelles. Donc, vous allez pouvoir participer avec une entreprise à des mandats en lien avec vos objectifs professionnels, ce que vous visez comme objectif professionnel. Ça va vous permettre d'entrer en contact avec différentes professionnelles, de collaborer avec des équipes, développer tout un réseau de contacts. Donc, pour en savoir plus vraiment sur toute l'offre de formation offerte par la Faculté des études supérieures et postdoctorales sur la question du développement des compétences professionnelles, je vous invite à aller visiter la page là, qu'on a mis ici, venir encadrer. Ensuite, pour terminer, je vous rappelle qu'on va mettre à votre disposition différentes sources d'informations. Je l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc, sur le site Internet de la FESP, c'est là que vous allez, l'adresse est indiquée ici. C'est là que vous allez trouver tous les guides dont je vous ai parlé plus tôt, toute l'offre de formation en développement des compétences professionnelles, mais aussi toute une section dédiée aux stagiaires postdoctoraux, une session dédiée aussi sur les bourses offertes au cycle supérieur. Vous allez retrouver aussi une page complète de webdiffusion qui sont offertes par la FESP, avec tout un calendrier de séances d'information à venir ou qui ont déjà été diffusées, ainsi qu'une foule d'activités intéressantes, toujours en lien avec vos études au cycle supérieur, et aussi tout le lien ici directement vers tous les guides que je vous ai présentés un petit peu plus tôt dans la présentation. Ça fait le tour pour moi, Nadia.
Je vous repasse la parole. Excellent, merci. Donc, c'était très intéressant d'entendre plus à propos des ressources et des services offerts à la FESP. Nous passons maintenant à la période de réponse. Comme expliqué avant la présentation, durant cette période de questions, je poserai plusieurs de vos questions à Frédéric et à Marie-Ève. Avant qu'on commence la période de questions, j'ai juste encore une autre petit sondage à passer vers vous. Cette fois-ci, pour ceux parmi vous qui veulent qui cherchent un programme au cycle supérieur, on veut juste un peu plus de précision de si vous voulez, si vous cherchez un programme de maîtrise ou de master, ou si vous préférez un programme doctoral. Donc, ça ne serait pas long. Je vais lancer le sondage. Donc, un instant, s'il vous plaît. Désolée, ça ne serait pas long. Juste un petit peu. OK. Voilà. Et le sondage, et encore une fois, ce serait une situation où c'est juste on vous donne 25 secondes pour en répondre et on y va. OK, excellent. Alors, on va voir. Je pense que il y a quelques-uns parmi vous qui sont encore en train de répondre. Donc, je vais vous donner encore 5 secondes. Et sur ça, 3, 2, 1, et c'est fini. OK. Alors, juste pour partager les réponses, vous voyez, 72% parmi vous cherchez des programmes de maîtrise, 21% cherchent des doctorats et 8% cherchent d'autres types de programmes. Donc, peut-être des programmes postdoctoraux ou des courts programmes comme un DESS. En tout cas, merci beaucoup. Ces précisions nous aident beaucoup. Alors, 72% à la maîtrise et 21% au doctorat. Excellent. Okay. Alors, je vais juste préparer des petites consignes que j'aimerais partager avec vous avant de commencer la période de questions, afin juste de vous aider à vraiment profiter de cette période de questions et de recevoir des belles réponses. Alors, voilà. Pendant la séance, nous vous encourageons à vous limiter aux questions d'ordre général, très important. Nous ne pourrons pas répondre aux questions relatives à votre cas particulier. Alors, il ne faut vraiment pas nous envoyer des questions, par exemple, comme j'ai une moyenne de 11 sur 20, est-ce que je suis admissible au MBA, par exemple? Nous ne pouvons pas répondre aux questions à propos de votre admissibilité. Je vous rappelle aussi que les questions seront visibles par tous les participants. Alors, c'est très important de ne pas partager vos informations personnelles sur Zoom. Alors, l'université ne sera pas responsable si vous publiez vos informations ou vos données personnelles sur cette plateforme. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Alors, afin d'augmenter vos chances de recevoir une réponse à vos questions, je vous partage quelques consignes et astuces utiles. Pour faciliter la gestion des questions reçues, nous vous demandons de nous envoyer vos questions par thème. Par exemple, si vous avez des questions sur l'admission et sur les résidences, vous pourrez faire 2 messages, l'un avec toutes vos questions sur l'admission et l'autre avec toutes vos questions sur les résidences. Cela m'aidera beaucoup à gérer les questions et assurer qu'on peut peut-être regrouper toutes les questions sur l'admission ensemble, puis ensuite toutes les questions sur la vie étudiante, les résidences, etc. Afin de nous aider à traiter le plus grand nombre de questions possibles, nous vous demandons de poser votre question seulement une fois, s'il vous plaît. Avec votre question,
C'est très important. Nous vous encourageons à vérifier si une question similaire a déjà été posée en suivant le fil des questions dans l'onglet Q&R. Alors, vous pouvez vraiment comme cliquer sur l'onglet Q&R et voir toutes les questions qui ont été déjà posées. Puisque nous ne pourrons pas répondre plusieurs fois à la même question, si vous voyez qu'un autre participant a déjà posé une question qui vous intéresse, vous pouvez simplement voter en faveur de cette question en cliquant sur l'icône du pouce vers le haut afin de démontrer votre sujet pour le sujet plutôt que de reposer la même question. Ça m'aide beaucoup parce que justement, je cherche, j'aimerais voir l'intérêt de tous les participants dans une question en particulier. Donc, j'utilise vraiment cette icône du pouce vers le haut pour déterminer quelle question qu'il faut que je pose aux panélistes. Finalement, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes les questions reçues, bien que notre objectif soit de répondre à une grande partie. Nous vous remercions d'avance pour votre patience. Je sais aussi, je vois le temps défiler, alors je sais que la séance est supposée de fermer dans environ 13 minutes, mais je pense qu'on va pouvoir continuer, prolonger la séance un petit peu afin de répondre à le plus grand nombre de questions possibles. Alors, et une dernière consigne, si jamais nous ne pouvons pas répondre à vos questions, vous pouvez toujours nous contacter par courriel. Notre adresse courriel est affichée à l'écran et c'est sûr que je vais le partager encore une fois à la fin de la séance. Alors, sur ça, je vous invite tous à envoyer vos questions dès maintenant dans l'outil Q&R et j'invite à Marie-Ève et à Frédéric de nous rejoindre, s'il vous plaît. Excellent, merci beaucoup. Alors, comme première question, je pense que je vais demander la première question à Fred. Peux-tu peut-être nous expliquer un peu quelle est la différence entre un rapport d'appréciation et une lettre de motivation? Oui, bon. Rapport d'appréciation, en fait, ça serait l'équivalent d'une lettre de recommandation. Donc, sur notre site web, on a en fait, c'est un formulaire à remplir. Donc, vous remplissez la première section et après ça, c'est votre répondant qui va compléter le reste. Donc, ça peut être un professeur, un directeur de stage, ça peut même être un employeur. En fait, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui pourrait nous confirmer que vous seriez apte à compléter un programme de recherche. Donc, ma collègue Nadia va vous montrer où aller chercher l'information. Donc, en fait, si vous allez là sur ulaval.ca/admission, vous cliquez sur le point 2, préparez votre dossier. Et là, vous voyez à votre droite, rassembler les documents requis. C'est le dernier de la liste, là, formulaire. Et là, si vous allez dans le bas de cette page, vous avez l'appréciation. Donc, une version anglaise est également disponible. Donc, si jamais vous avez des répondants anglophones. Ce qui est important de savoir, c'est que ce formulaire-là, c'est seulement le répondant lui-même qui va pouvoir l'acheminer au bureau du registraire. Vous ne pouvez pas le télécharger vous-même dans la demande d'admission. Donc, c'est pour le rapport d'appréciation. La lettre de motivation, c'est plutôt vous qui rédigez une lettre pour expliquer vos motivations, pourquoi vous voulez faire tel programme. Donc, c'est d'indiquer vos objectifs d'études, vos objectifs de carrière et nous expliquer simplement pourquoi vous voulez faire ce programme. Donc, et ça, vous pourrez le télécharger vous-même dans le portail. Merci, Fred. Une autre question pour toi. À propos des dates limites, quelles sont les dates limites pour envoyer une demande d'admission, surtout si quelqu'un regarde la description du programme, peut-être dans le répertoire de programmes sur le site web, et une date limite n'est pas spécifiée. Donc, quelles sont les dates limites, les dates cibles que nos étudiants étrangers devront viser? OK, ben je vais répondre de façon générale parce que certains programmes peuvent avoir des dates spécifiques. Si vous visez une admission pour la session d'automne 2023,
de façon générale, la fin de l'admission régulière, c'est le 1er février. Donc, surtout pour nos étudiants internationaux, puisque, et par la suite, vos démarches d'immigration, ça peut être assez long. Donc, on vous recommande de ne pas dépasser le 1er février comme date limite. Si vous envisagez plutôt une admission pour la session d'hiver, donc malgré que la date officielle, la date limite, c'est le 15 septembre, je ne vous suggère pas d'attendre aussi longtemps. Moi, je vous dirais avant le 1er juillet, une fois, en raison des démarches d'immigration qui sont très longues. Présentement, pour obtenir un permis d'études, c'est en moyenne 13 semaines. Et donc, c'est la moyenne. Donc, certains pays, c'est plus long. Donc, ne dépassez pas le 1er juillet, c'est ce que je vous suggère, admission pour la session d'hiver. D'accord, merci beaucoup. Peux-tu peut-être, Fred, encore pour toi, peux-tu peut-être expliquer un peu à propos de ce qui est un DESS? Qu'est-ce que c'est une DESS? Et peut-être c'est une bonne occasion, je peux montrer la page web sur le système d'éducation au Québec et tu peux peut-être expliquer qu'est-ce que c'est un crédit et quels sont nos calendriers de session aussi. C'est bon. Donc, DESS, diplôme d'études supérieures spécialisées, je dirais, c'est l'équivalent d'un Master 1 dans le système français ou en Afrique. Pour nous, c'est comme l'équivalent d'un certificat, mais au 2e cycle. Donc, pour être admissible, vous devez avoir l'équivalent d'une licence. Donc, c'est un programme, c'est plus un programme professionnel et c'est d'une durée là, d'1 an seulement. Donc, après ça, si on parle là, de justement des sessions. Donc, nous, l'année universitaire comprend 3 sessions d'une durée d'environ 15 semaines. Donc, la session d'automne, qui est début septembre jusqu'à la mi-décembre. Après ça, vous avez généralement 1 mois de congé. Et à partir de la mi-janvier, ben, vous avez des nouvelles matières. Donc, la session de janvier à la fin avril. Et la plupart du temps, la session d'été est facultative. Toutefois, si vous êtes en train de faire un programme de recherche, bien, probablement que ça va être une exigence que vous quand même poursuiviez votre recherche à la session d'été. Ça, c'est à vérifier avec votre direction de programme. Donc, après ça, qu'est-ce qu'un crédit? Le crédit, c'est une unité qui permet d'évaluer la charge de travail là, être atteint pour chacun des cours. Donc, généralement, un cours correspond à 3 crédits et chaque crédit, c'est environ 45 d'heures de travail, comme je dis, sur une période de 15 semaines. Donc, grosso modo, un cours de 3 crédits, ça va être 3 heures de cours en classe par semaine, mais on s'attend à peu près le double du temps, donc environ 6 heures en travail personnel, heures de laboratoire ou autres là, par semaine. Donc, une maîtrise, c'est 45 crédits. Un doctorat, c'est 90 crédits. Donc, maîtrise se fait en 2 ans à temps complet. Doctorat, ça va plutôt vers 4 ans à temps complet. OK, excellent. Merci beaucoup, Fred. Et j'avais une question liée. Ah oui, quelle est la différence entre une maîtrise avec recherche et une maîtrise professionnelle? Maîtrise recherche, en fait, c'est maîtrise avec mémoire. Donc, en fait, vous allez travailler sur un projet de recherche avec un professeur. Vous allez avoir peu de cours théoriques. Ça va être vraiment, vous allez vous concentrer sur votre projet de recherche. Alors que la maîtrise professionnelle, ben, vous avez peut-être quoi qu'un projet d'intervention à faire ou un essai, mais vous n'aurez pas un gros travail de recherche à faire. Généralement, après la maîtrise professionnelle, c'est plus pour aller sur le marché de l'emploi, alors que quelqu'un qui fait une maîtrise recherche, c'est dans le but de poursuivre au doctorat. Merci beaucoup. Alors, c'est une question plutôt pour vous deux. Peut-être, Fred, tu peux commencer et Marie-Ève, si tu veux donner un peu plus de compléments d'information, ça serait intéressant. Comment est-ce qu'on trouve un directeur de recherche? OK. Premièrement, en fait, dépendant du programme qui vous intéresse, si vous allez dans notre répertoire des programmes, vous avez une section recherche
Et vous allez voir d'une part la liste là, des laboratoires, des unités de recherche, mais aussi vous aurez à avoir la section avec la liste de tous les professeurs en rapport avec le programme. Donc, en fait, vous devez communiquer avec le professeur directement. Moi, je vous dirais, pour augmenter vos chances, vous pouvez écrire à 3-4 professeurs, mais n'abusez pas, là, écrivez pas à tous les professeurs du département. Faut vraiment voir ça là, comme une démarche d'emploi. Là. Vous devez mettre vos forces en évidence. Lorsque vous allez écrire au professeur, bien évidemment, c'est de l'adresser directement. Envoyez votre CV, une lettre de motivation. Si vous avez une ou deux lettres de recommandation. Et le plus important, c'est faites vos devoirs avant. Là. Lisez quelques publications du professeur et en fait, vous devez démontrer au professeur en quoi est-ce que vos intérêts de recherche concordent avec son expertise de recherche. Donc, nos professeurs sont très sollicités. S'ils ne voient pas un intérêt à votre candidature, ça se peut qu'ils ne vous répondent même pas. Malheureusement, on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, c'est à vous de faire vos devoirs et de bien vous préparer pour communiquer avec les professeurs. Je ne sais pas si Marie-Ève, tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus. Ça résume assez bien. Je vous dirais que, comme on l'a vu et dans la présentation visuelle aussi au début, et ce que Frédéric a mentionné, c'est vraiment important d'aller regarder dans l'onglet de recherche, dans la description du programme. Communiquez pas avec 20 professeurs, ça va les inonder pour rien. Et je vous dirais que comme l'Université Laval travaille beaucoup sur la recherche interdisciplinaire et beaucoup sur les réseaux de recherche, il se peut aussi que dans votre milieu de formation actuel, dites-le que vous êtes intéressé à l'Université Laval. Souvent, peut-être les professeurs qui vous enseignent actuellement peuvent connaître des professeurs de l'Université Laval avec qui ils collaborent déjà actuellement. Donc, ça peut être comme ça aussi. Donc, c'est peut-être aussi d'utiliser son réseau de contacts pour approcher un professeur de l'Université Laval dans votre discipline ou dans votre expertise. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vois juste un petit mot pour les participants. Je vois que beaucoup parmi vous posez les mêmes questions. Donc, je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, posez votre question juste une fois et vérifiez d'abord si la question que vous aimeriez poser a déjà été posée. Comme ça va m'aider à gérer les questions et on aura plus de chances à répondre à vos questions. Alors, utilisez l'icône, le pouce vers le haut, simplement pour indiquer s'il y a une question qui est plus importante pour vous et comme ça sera plus facile pour nous de vous répondre. Alors, je pense qu'on va faire quelques questions de plus sur l'admission générale. Alors, Fred, on a des questions sur les exigences de linguistique. Est-ce qu'il est nécessaire pour les francophones d'effectuer un test de français pour être admis? Si la personne a complété un grade universitaire de premier cycle dans une université francophone, non, il n'est pas nécessaire de fournir des preuves de français. On prend pour acquis que vous maîtrisez la langue. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, ça dépend du programme, mais lorsque vous allez déposer votre demande d'admission, ça va être indiqué si vous avez besoin de fournir un test de français ou non. Et même un test d'anglais, ça peut être nécessaire aussi, tout dépendant du programme. OK, merci beaucoup. Mais est-ce que tu peux parler un peu peut-être à propos des conditions sur l'anglais et la diplomation? Les conditions de diplomation, c'est plus au niveau du premier cycle. Il n'y a pas vraiment... Sauf exception, il n'y a pas de conditions de niveau d'anglais requis pour la diplomation. OK. Ça se peut que la personne soit admise dans un programme, mais qu'il y a des lacunes en anglais. Là, ça se peut qu'on lui impose des cours d'anglais simplement pour être capable de passer à travers le programme. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, au niveau de la recherche, le gros de la recherche se fait en anglais. Donc, si vous avez besoin de lire de nombreuses publications, ça se peut que 80% soit en anglais. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise avec la langue anglaise, fort possible que vous ayez une mise à niveau à faire, mais il n'y a pas de niveau d'anglais requis ni pour l'admission, sauf exception, et pas pour la diplomation. Et si je peux me permettre, Frédéric, effectivement, c'est pas une exigence au cycle supérieur, là, c'est pas des exigences institutionnelles, donc c'est vraiment par programme. C'est-à-dire qu'il y a certains programmes qui peuvent demander un test d'anglais ou un test de français à l'admission en fonction du classement, comme
le précisait, ils vont devoir faire un cours de français ou d'anglais pour pouvoir diplômer. Mais ce n'est pas d'emblée universel pour tous les programmes de l'Université Laval. Excellent, merci beaucoup. Je vois que là, on est atteint l'heure prévue pour terminer la conférence, mais j'ai beaucoup de questions, donc nous allons rester avec vous et continuer à répondre à vos questions pendant une autre dizaine, quinzaine de minutes afin d'essayer de répondre au plus grand nombre de questions que possible. Alors, Fred, on a plusieurs questions qui sont similaires ici sur cette question d'admission. Alors, est-ce que quelqu'un qui est dans sa dernière année de licence ou peut-être il a terminé sa licence mais il n'a pas encore reçu son diplôme en main, est-ce que quelqu'un peut postuler pour une maîtrise s'il est encore en attente de recevoir son diplôme de licence en mai? Et même chose pour le doctorat. Si la personne est en train d'attendre la fin de sa maîtrise, avoir le diplôme en mai, est-ce qu'il peut postuler au doctorat? Oui, absolument. Non. Et n'attendez pas le mois de mai pour déposer une demande d'admission. Donc, comme je vous dis, date limite, c'est le 1er février. Fait que faites une demande au mois de janvier. Donc, vous soumettez les relevés de notes et diplômes que vous avez à ce moment-là. Et ils vont quand même analyser votre dossier. Et en fait, s'ils retiennent votre candidature, ce sera une offre d'admission conditionnelle à votre diplomation. Donc, une fois que vous recevrez le relevé de notes final et le diplôme, vous pourrez le rajouter à votre dossier. Et sachez qu'une offre d'admission conditionnelle vous permet de faire vos démarches d'immigration. Donc, non, n'attendez pas de recevoir votre diplôme avant de faire une demande. Merci beaucoup. Puis, la prochaine question, c'est, en fait, on a deux questions qui sont un peu similaires aussi. Donc, une personne qui demande si j'ai une licence professionnelle, est-ce que je peux intégrer une maîtrise recherche, une maîtrise avec mémoire? Et même chose, si j'ai une maîtrise professionnelle, est-ce que je peux intégrer un programme doctoral? Donc, je ne sais pas si c'est Fred ou Marie-Ève qui aimerait répondre. Bon, je peux y aller. Donc, licence professionnelle, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a l'exigence de connaissances de recherche pour entrer dans nos maîtrises. De toute façon, d'ailleurs, nos baccalauréats à nous sont tous professionnels. Donc, on n'en a pas d'accès sur la recherche vraiment. Au niveau du doctorat, toutefois, c'est sûr que la maîtrise professionnelle, ce n'est pas recommandé. Vraiment, si c'est votre objectif ultime, faites la maîtrise recherche. Toutefois, j'imagine que certains programmes de doctorat pourraient connaître quelqu'un avec une maîtrise professionnelle sous condition de faire des cours de méthodologie de recherche, par exemple, mais ça varie avec le programme. Mais ce n'est pas recommandé. Exact. OK, merci beaucoup. J'essaie juste de voir, regarde sur les questions, vite voir s'il y a d'autres sur l'admission. Enfin, désolé, je me souviens plus si tu as déjà répondu à la question sur les délais de traitement des dossiers d'admission. Pas encore. Mais peux-tu en expliquer, s'il te plaît? Bon, je ne peux pas vous donner une réponse claire. Le délai d'analyse, en fait, ça varie selon le programme, le type de candidature et la session visée. Donc, le traitement d'une demande, ça commence au moment que vous avez déposé une demande d'admission, vous avez payé les frais d'ouverture de dossier et que vous avez soumis tous les documents requis. Donc, tant qu'un dossier est considéré comme incomplet, il ne sera pas traité. Ensuite, vous devez savoir que les demandes d'admission sont traitées selon l'ordre chronologique visée. Donc, présentement, nous sommes encore en train de traiter les demandes pour la session d'hiver 2023. Donc, c'est sûr que les demandes pour l'automne 2023 ne sont pas traitées prioritairement. Donc, c'est plutôt vers le mois de janvier qu'on commencera vraiment à traiter plus activement les demandes pour l'automne. Donc, sans pouvoir vous donner un délai spécifique, là, c'est sûr qu'on reçoit énormément de demandes d'admission ces temps-ci. Donc, je vous dirais, ça peut prendre plusieurs semaines, voire quelques mois même. Donc, moi, ce que je vous recommande, allez consulter votre dossier Mon Portail régulièrement pour vous assurer que votre dossier est complet et qu'il est en traitement. Merci
beaucoup, Fred. Alors, j'aimerais juste changer de sujet un peu et aller plutôt vers des questions plus sur les finances. Plusieurs personnes ont des questions sur les bourses, donc je vais les résumer dans 2 questions. Première question, est-ce que nous avons des bourses d'études pour les étudiants qui viennent de l'international? Et deuxième question, peux-tu parler à propos de la bourse d'exemption annoncée par le gouvernement de Québec au printemps dernier? OK. Oui. Donc, tout d'abord, les bourses, si je résume ça, en fait, d'une part, je vous suggère d'aller sur la page web que vous voyez devant vous, là, bbaf.ulaval.ca. Il y a un répertoire des bourses, donc vous pouvez faire une recherche là, en fonction du programme que vous visez. Donc, chaque bourse est différente, a ses propres deadlines, a ses propres exigences. Donc, vous comprendrez que je ne peux pas vous donner de détails spécifiques sur une bourse. Donc, mais ce que je peux vous dire, comme j'ai mentionné plus tôt, notre plus belle bourse, c'est la bourse d'exemption doctorat. Donc, tous les étudiants internationaux ont accès à cette bourse. Au niveau de la maîtrise, c'est sûr qu'on a moins de possibilités, malheureusement. Donc, il existe certaines bourses d'exemption en fonction d'entente avec certains pays, mais très peu de bourses. Donc, il ne faut pas se fier à ça. Même chose là, pour les bourses citoyennes du monde, c'est environ 2 bourses par faculté. Donc, encore une fois, il ne faut pas se fier à ça. Ceux qui font des programmes de recherche, donc au niveau de la maîtrise que du doctorat, on a ce qu'on appelle les bourses de réussite. Donc, c'est en fait, petites bourses qui vous sont accordées tout au long de votre cheminement. Donc, exemple, si vous avez rédigé un premier chapitre de votre mémoire, on vous donne une bourse de 500 $. Exemple. Donc, le montant et les critères varient selon chacun des facultés. Donc, ça, c'est pour les bourses. Maintenant, la fameuse bourse d'exemption que notre gouvernement nous a annoncée il y a à peu près 6 mois. Malheureusement, on n'a toujours pas d'informations. Donc, ils ont fait une annonce préélectorale et on attend toujours les détails. Donc, oui, ça s'applique. C'est supposé de s'appliquer pour l'automne 2023. Ça concerne les établissements d'enseignement en dehors de la région de Montréal. Donc, techniquement, on devrait être concerné. Et ça a été mentionné que c'est pour les domaines de l'éducation, les technologies de l'information, le génie et quelques programmes en santé et services sociaux. On n'a pas plus d'informations, on ne sait pas quel programme exactement, on ne sait pas est-ce que ça va être tous les cycles d'études, peut-être que c'est juste le premier cycle. On n'a présentement aucune idée. Ce que moi, je vous suggère, allez vous abonner à notre infolettre. Aussitôt qu'on va avoir l'information, on va le diffuser à tout le monde. Mais d'ici là, malheureusement, j'ai autant d'informations que vous présentement à ce sujet. Et je vais peut-être juste terminer en disant que c'est sûr que si vous allez faire vos démarches d'immigration pour obtenir le permis d'études, vous devrez démontrer que vous avez des capacités financières pour venir ici au Canada. Donc, vous devrez démontrer que vous avez les capacités, au moins pour la première de vos études, donc avant même de quitter votre pays. Donc, c'est sûr que, encore une fois, tant mieux si vous obtenez une bourse, mais je veux dire, toute bourse, en fait, ça ne couvre pas l'ensemble de vos dépenses ici. Donc, même la dépense, la bourse au doctorat, vous avez quand même un 3200 en droits de scolarité à payer par année, mais en plus, vous devez payer votre logement, repas et dépenses personnelles. Donc, ce n'est pas inclus. Donc, vous devez quand même avoir un bon montant pour financer vos études. Fait qu'il faut quand même garder ça en note. On n'a pas de pleine bourse qui couvre l'entièreté de votre séjour ici là, au Canada. Merci, Fred. Si un étudiant a déjà qui a déjà commencé ses études de maîtrise ou de doctorat, comme par exemple si la personne a une Master 1, est-ce qu'il peut postuler directement à la 2e année de la maîtrise? Non, ce n'est pas possible. Nous, ce n'est pas comme en France. Nos maîtrises ne sont pas divisées en 2 parties. Donc, si vous faites une demande d'admission, c'est à la première année du programme de maîtrise. Ceci étant dit, une fois admis dans le programme, il peut y avoir possibilité de vous faire créditer certains cours. Mais bon, c'est du cas par cas et c'est une fois admis dans le programme que vous pourrez faire cette demande en fournissant vos relevés de notes et plan de cours détaillés, des cours que vous jugez que vous avez un équivalent de ce qui est offert dans le cadre de la maîtrise. Merci, Fred. Alors,
je pense que on va terminer avec une question ou quelques questions sur les résidences. Est-ce qu'il y a des résidences sur le campus et quand est-ce qu'il faut quand est-ce qu'il faut en réserver? OK. Donc, oui, on a 4 résidences sur le campus. Donc, 3 résidences mixtes et une résidence exclusivement pour la clientèle féminine. Donc, ce sont des chambres individuelles, mais avec salle de bain et cuisine commune. Présentement, c'est au coût de 382 canadiens par mois. Et en fait, c'est vraiment le meilleur ratio qualité-prix que vous allez trouver là, dans la ville de Québec. Donc, et ça inclut le mobilier de base avec Internet et téléphone. Donc, et dans les dernières années, ils ont investi, bon, vous voyez à l'écran, ça vous donne une idée à quoi ressemblent les chambres. Ce n'est pas des grandes chambres, évidemment, mais bon, pour un budget d'étudiant, c'est quand même très intéressant, là. Et ils ont investi beaucoup d'argent dans les dernières années pour rénover tous les espaces communs, donc les salles d'études, les salles de jeux, les salles de cinéma, dans le but que justement, vous ne passiez pas tout votre temps enfermé dans votre chambre. On veut vraiment que vous profitiez du campus, là, de la vie étudiante. Et est-ce qu'ils devraient attendre qu'ils reçoivent une offre d'admission avant de réserver leur logement? Oui, absolument. Je vous recommande d'attendre de recevoir l'offre parce que lorsque vous réservez une chambre, vous devez quand même faire un dépôt. Donc, si on parle pour l'admission pour l'automne, généralement, le formulaire vient disponible à la fin février. Mais tu sais, si vous réservez une chambre rendue au mois d'avril, généralement, il y a encore de la place. C'est sûr qu'on a 2300 chambres, mais on a quand même plus de demandes qu'on a de places disponibles. Bien évidemment, n'attendez pas le mois de juin pour vous réserver une chambre, il n'y en aura plus. Mais en février, en avril, en tout cas, aussitôt que vous recevez une offre d'admission, allez réserver votre chambre. Bon, merci beaucoup, Fred. Et merci aussi à Marie-Ève. Vos réponses étaient très intéressantes. Sur ça, je pense qu'il faut qu'on termine la séance de questions parce que c'est sûr qu'on a dépassé notre temps par une quinzaine de minutes. Mais en tout cas, merci beaucoup, Fred et Marie-Ève, pour vos interventions. Merci, Nadia. Ça fait plaisir. Bon succès à tous. Alors, en plus, j'aimerais aussi remercier à vous, tous les participants, pour vos questions très pertinentes et utiles. Je trouve que la séance de questions a vraiment bien roulé avec vos questions très pertinentes. Alors, merci beaucoup. On est désolé, nous nous excusons de n'avoir pas pu répondre à toutes les questions en direct. Mais si vous avez encore des questions, nous vous invitons à nous contacter par courriel. L'adresse email est affichée ici et je vais l'afficher de nouveau dans quelques temps. Alors, nous prenons l'occasion juste de vous encourager à continuer à participer aux portes ouvertes. La phase des portes ouvertes qui s'appelle Zoom sur les études, elle continue jusqu'au 11 novembre, alors jusqu'à vendredi. Et si vous consultez le site web affiché sur votre écran, vous pouvez voir toute une variété de séances de webconférences, de séances questions-réponses qui sont offertes cette semaine dans le cadre de Zoom sur les études. En plus, la vitrine d'information demeure disponible avec beaucoup de vidéos, beaucoup de ressources affichées et publiées par toutes les facultés de l'université. Alors, nous avons vraiment mobilisé beaucoup de ressources et beaucoup de personnes pour répondre à vos questions et pour vous fournir des informations pour vous aider à choisir vos programmes et de préparer votre avenir à l'Université Laval. Et finalement, pour ceux et celles qui sont peut-être situés près de la région de Québec, nous vous invitons à participer à l'expérience campus qui se passe samedi, le samedi 12 novembre. Nous avons plusieurs personnes qui seront au campus, qui sont prêtes à vous accueillir et de répondre à vos questions en personne.
C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir sur le campus et d'interagir avec vous surtout. Alors, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de la séance, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons plus continuer à converser. Nous vous invitons à rester en contact avec nous par courriel ou en utilisant l'un des réseaux sociaux affichés ici. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous encourageons à vous abonner à notre bulletin d'information afin de recevoir des informations utiles et importantes concernant votre projet d'études chez nous. Et juste un dernier petit mot en anglais. For those of you who maybe have some more questions, but you're more comfortable communicating with us in English, we do have an English question and answer session scheduled for 9 o'clock in the morning, Quebec time, tomorrow morning. So just to give you an idea, right now it is 2:45 in the afternoon. So tomorrow morning at 9 o'clock local time, we're going to have an English question and answer session where we will be happy to answer your questions. It'll be Fred and I who will be there to help you. Alors, sur ça, je vous remercie encore pour votre participation à la webconférence et au plaisir de vous voir sur le campus à l'avenir. Au revoir.